lorsqu'il avait convoqué le dialogue, lorsqu'il avait lancé les consultations, il avait bien spécifié les différents points sur lesquels nous devions discuter. Et donc, c'est des points qui devaient être traités au niveau de la CENI, au niveau de la commission paritaire, majorité, société civile, avec la CENI et l'opposition. Nous avions adressé un mémoire à l'époque, nous n'avions pas eu de feedback, donc nous sommes restés dans la même logique parce que finalement, nous pensons que les choses évoluent plutôt négativement. Dans le sens où, voilà, vous avez M. Chio Kitundu qui explique qu'au niveau du dialogue, il y aura un consensus sur certaines questions, alors que finalement, toutes les décisions ont été prises en amont. Donc, vous avez la Cour constitutionnelle, ce sont les différents points d'achoppement, qui a rendu son arrêt. Vous avez le chef de l'État dans un pays étranger qui a bien expliqué à la place de la CENI que nous n'aurons un calendrier électoral qu'après la fin de l'enrôlement, ce qu'il n'a jamais fait ici, je veux dire, devant son opinion, devant les Congolais, parce qu'il est Congolais. Donc, par rapport à toutes ces questions, je pense que notre conviction est renforcée, que pour ceux qui veulent aller au dialogue, nous les encourageons à trouver des points d'accord pour que nous ayons des élections dans les délais constitutionnels, mais cela ne va pas empêcher le bon déroulement du dialogue, le fait que nous campons sur notre position et continuerons à émettre des avis comme nous l'avons fait depuis 2 ans déjà. Voilà, en tant que parti politique de son État aujourd'hui, il est vrai que vous souhaitez un dialogue technique au sein de la commission mixte et paritaire, mais est-ce que ça ne sera pas aussi de l'exclusion d'une certaine classe politique qui veut aussi prendre part au-delà de, je dirais, des politiques qui sont au sein des institutions? Non, vous savez, il faut savoir ce que nous recherchons. Qu'est-ce que nous recherchons en ce moment? Nous avons besoin que l'alternance soit respectée. Nous avons besoin que la Constitution soit respectée. Nous voulons donner une chance à ce pays compte tenu de son histoire. Vous savez très bien qu'il y a près de 10 à 15 ans, ce pays avait plongé dans la guerre, il était morcelé. Nous-mêmes, le MLC, nous étions à l'époque un parti politico-militaire. Il y a eu des accords de Sun City autour desquels nous avons tous cristallisé la volonté de voir un pays émergent sur tous les plans, notamment sur le plan démocratique, c'est-à-dire un pays dans lequel seuls les textes, seule la Constitution peut mettre tout le monde d'accord. Parce que vous le savez, les politiciens, chacun d'eux a des prétentions, chacun d'eux peut dire qu'il est le meilleur, chacun d'eux veut rester à la place qu'il est, mais le seul socle sur lequel nous pouvons nous départager, ce sont les textes, parce que les textes nous permettent d'aller dans les délais prévus à des élections, de présenter nos projets de société, de se faire élire ou de rater ces élections, et dans ce cadre-là, obtenir des responsabilités pour gérer. Maintenant, il y a un mur artificiel qui a été créé par la majorité présidentielle pour que nous n'ayons pas, pour priver aux Congolais l'occasion de s'exprimer dans les délais prescrits par la loi. Nous avons constaté, et raison pour laquelle nous avons maintenu notre position, parce que nous savons que c'est une position qui était déjà prévue, c'est quelque chose qui a été orchestré, et il n'est pas question pour nous de cautionner, comme je vous le dis ici, des choses qui ont été orchestrées. Voilà, je vais reposer cette question de façon un peu plus claire. Ne pensez-vous pas que comme à Sun City, aujourd'hui, on a besoin de plus de consensus pour pouvoir régler, d'autant plus que c'est une question du non-respect de la Constitution qui ne sera pas respectée et que le restreindre au niveau de la commission mixte et paritaire, ça ne sera pas aussi prendre en mal la nous ne pouvons pas continuer dans un pays où il y a à chaque fois des Sun City. Sun City était une situation exceptionnelle parce que, comme je vous le dis, le pays était morcelé. Il fallait que nous ramenions tous les belligérants autour d'une table, que nous déposions les armes, que nous construisions une république qui vit selon les lois. Parce que la république, c'est même ça, la res publica. Donc, aujourd'hui, le dialogue ne peut pas être comparé à Sun City. Pourquoi? Parce que nous avons eu des élections en 2006, nous n'avons pas eu de dialogue. Nous avons eu des élections en 2011, il n'y a pas eu de dialogue. Justement, il y a évidence, il y a empêchement. C'est ce que je dis. En 2011, il n'y a pas eu de dialogue. Et donc, entre 2011 et 2015-2016, le chef de l'État, son gouvernement, avait tous les pleins pouvoirs pour organiser un processus électoral crédible. Ils avaient non seulement le temps, mais les ressources aussi. S'ils ne l'ont pas fait, je pense que l'article 76 de la Constitution dit très bien que le chef de l'État a la responsabilité d'organiser l'État, d'organiser les différentes institutions. Faillir à cette mission, c'est pécher contre la Constitution. Et c'est la seule personnalité dans ce pays qui a prêté serment. On dit bien prêter serment, c'est-à-dire, comme une Bible, il a tenu la Constitution, il dit qu'il va la respecter, mais la faire respecter. Donc, dès lors qu'il a péché contre son propre serment, nous nous disons, inutile de multiplier des conciliabules, parce que qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Nous allons aller au dialogue aujourd'hui pour résoudre le problème. Il y aura certainement un gouvernement, nous allons avoir une transition, il y aura un nouveau chef de l'État, il y aura des nouvelles lois. Si les lois prévoient qu'il doit faire 5 ans, il fait 5 ans, une fois renouvelable. Après 10 ans, il dit « je n'organise pas les élections, nous n'avons pas les moyens, nous allons encore discuter ». Mais nous n'allons pas sortir. Le Constitution n'a pas prévu que lorsque le chef de l'État arrive au terme de son mandat, que lui-même se prévale de ses propres turpitudes et dise « bon écoutez, comme nous n'avons pas les moyens, on peut organiser les élections dans 3 ans, donc je reste ». Je pense que s'il y a une limitation des mandats, c'est une affaire physique, c'est-à-dire qu'on dit à un certain moment que la personne qui a géré doit s'arrêter à un certain moment. Et le Constitution a prévu ce garde-fou pour que personne, le chef de l'État notamment, ne puisse dire que pour une raison ou une autre,
parce qu'il en a les moyens, nous n'allons pas avoir les élections et de ce fait, aidé par la Cour constitutionnelle, resterait au pouvoir. Voilà. Alors, face à cette évidence, aujourd'hui même, la communauté internationale, l'organe technique, la CENI, reconnaît qu'il est actuellement impossible d'organiser les élections dans le délai. Alors, de votre côté du MLC, comment comptez-vous aider pour que nous puissions éviter, allez, je dirais, le chavirement de l'appareil politique? Pour éviter le chavirement, il faut d'abord faire une dissociation. Il faut dissocier la problématique du mandat du chef de l'État, qui a failli à sa mission en termes de l'article 76, et les problèmes électoraux. Je pense que pour décrisper, il faudrait d'abord que la Constitution soit respectée. Parce que je pense que nous allons au dialogue. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la population représentée par les opposants et une autre partie de la population représentée par la majorité. Une majorité, comme vous savez, je ne vais pas faire des commentaires sur la manière dont elle a été construite, mais une grosse partie de la population dit: nous avons eu des guerres, nous n'avons pas évolué en 55 ans d'indépendance et nous voulons que ce pays devienne réellement démocratique. Donc, il faut que la Constitution soit respectée, notamment les articles que nous avons verrouillés. Cela veut dire que le chef de l'État peut arrêter sa mission au temps prévu et le pays pour continuer à régler les problèmes électoraux. Quel est le problème que nous avons aujourd'hui? C'est-à-dire que la majorité veut nous faire croire que pour que la CENI s'en sorte, pour que les choses se passent correctement, il faut que M. Kabila reste à la tête de l'État. Ce qui est tout à fait faux. C'est-à-dire que nous avons des institutions, c'est la seule institution qui est frappée d'empêchement, parce que souvent, on nous donne le paradigme du Sénat et de l'Assemblée nationale. Notez par ici qu'un sénateur se représente à vie, il n'y a pas de limitation. Un député national peut se représenter autant de fois. Il n'y a que le président de la République qui est frappé par l'empêchement parce que lui, c'est une institution et c'est une personne en même temps. Donc, comprenez très bien ici que nous avons une très grosse difficulté d'avancer dès lors que nous n'allons pas dissocier ces problèmes. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut dissocier ces deux choses. Le mandat du chef de l'État, d'une part, et les problèmes électoraux. Dès que ce sera dissocié, nous allons voir dans un cadre, ce que nous avons appelé le dialogue technique, quelles sont nos priorités. Effectivement, il y a plus ou moins 10 millions de nouveaux majeurs, mais je vous apprends aussi qu'en 2006, lorsqu'on a fait ces enrôlements, ça n'a pris que 4 mois. Comment est-ce que M. Nanga peut engager un processus d'enrôlement sans qu'il y ait un calendrier? C'est une activité ou c'est une activité électorale. Cela veut dire en d'autres termes que dans les activités préélectorales, nous avons l'enrôlement. Serez-vous prêt aujourd'hui à accepter qu'on aille dans le processus électoral avec l'ancien fichier? Non, ce que je dis, c'est ceci. C'est que M. Nanga, le président de la CENI, lorsqu'il lance ce processus, ça doit être lancé dans le cadre d'un chronogramme bien connu. C'est-à-dire que le chronogramme n'est pas connu, qu'il a déjà lancé des kits au Nord Bangui. Nous devrions savoir, nous aussi politiciens, pour nous préparer, quand est-ce que commence telle opération, quand est-ce qu'elle finit, quand est-ce que nous aurons telle et telle autre élection. Donc il ne peut pas se lancer dans une opération sans chronogramme. Cela ne s'est jamais fait. Donc ça fait partie du chronogramme officiel qu'il doit d'abord publier avant de s'y lancer. Vous le savez mieux que moi, Jean-Jacques Mamba, que c'était la province pilote, c'était pour tester avec le nouveau partenaire pour l'acquisition de nouvelles cartes. Je pense très bien que le chef de l'État a lancé ses consultations en novembre ou octobre, si je ne m'abuse, 2015. 2015, il a lancé les consultations. Les appels d'offres pouvaient être faits depuis très longtemps. Et dans ce pays, nous avons vu des marchés de gré à gré. Pourquoi prendre 6 mois pour un appel d'offres? Nous avions eu 5 ans pour faire ces appels d'offres. Nous savions il y a 5 ans que nous aurions des élections en 2016. Donc l'impréparation du gouvernement ne doit pas être imputée à toute la classe politique. L'impréparation de M. Matata et du chef de l'État ne doit pas être imputée à toute la classe politique. Ce sont leurs responsabilités. Ils ont failli respectivement à leur mission. Et je pense que dans ce cadre-là, nous devons être quand même clairs pour dire que chacun tire ses responsabilités. Et pour décrisper l'ambiance, il faudrait qu'à un certain moment, le chef de l'État prenne ses responsabilités, se retire au terme de son mandat et laisser la CENI continuer à régler ses problèmes parce qu'en réalité, la CENI est un organe indépendant. Elle n'a pas besoin de M. Kabila, le chef de l'État, pour régler ses problèmes. La CENI va régler le problème avec qui à la tête du pays? C'est là où pose le problème. Ce n'est pas un problème, monsieur. Vous savez que M. Kabila, nous souhaitons que M. Kabila fasse 100 ans. D'ailleurs, il sera sénateur à vie, mais imaginons qu'il meure aujourd'hui. Il n'y aura pas d'élection parce que M. Kabila n'est pas là. C'est ce que vous allez nous expliquer? M. Kabila est le président de la République. Concret, dites-nous par quel schéma? Je vous dis que nous sommes toujours restés dans un schéma constitutionnel. Il y a l'article 75 qui explicite bien la situation en cas d'empêchement définitif. Si le chef de l'État est empêché définitivement, la Constitution règle la question. Donc je pense qu'il faudrait à un certain moment qu'on dépersonnalise un peu la vie politique. Le chef de l'État, qui est jeune, qui est encore très fort, vivra très longtemps, mais il peut arriver qu'il meure au moment où nous parlons. N'allez pas nous dire que si M. Kabila n'est pas à la tête de l'État, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. C'est tout à fait incongru. Donc, notez très bien que nous faisons la part des choses entre les responsabilités en tant que chef d'État et même la fonction. N'importe qui, suivant la Constitution, s'il est président du Sénat, peut être président de la République. Allez. Et avec la mission
d'organiser les élections dans les 120 jours. C'est ce que la Constitution nous dit. Alors, parlons cette fois. On va peut-être y revenir avec cette question de la transition que vous, d'ailleurs, à vous entendre parler, vous souhaitiez. Mais aujourd'hui, parlons de contraintes soulevées par la CENI elle-même. Est-ce que le dialogue technique, tel que vous le préconisez, réglerait la question du financement des élections? Parce que j'aimerais que nous nous comprenions. Le gouvernement J'aimerais que nous nous comprenions. Nous avons un gouvernement qui n'est pas performant. Ça fait près de 5 ans que nous avoisinons les 7-8 milliards de dollars comme budget, alors que concomitamment, simultanément, vous avez des pays avoisinants comme l'Angola qui atteignaient 45 milliards. Mais prenons... Vous voulez comparer avec le pays? Revenons quelques années je vais avancer avec ça. Avant de comparer avec je vous aide avec ça. Nous avons 8 milliards, prenons sur 4 ans. Ça fait 32 milliards. Avec un taux d'exécution de 40% comme d'habitude. Vous prenez 32 milliards, vous faites 40%, ça vous fait plus ou moins 12... allez, vous avez près de 12 à 13 milliards que nous avons gérés pendant les 4 années. On nous a pompé un budget qui est tout à fait fallacieux et tout à fait incohérent d'1 milliard de dollars. Cela veut dire qu'en 4 ans, on pouvait épargner 1 milliard. Si vous ne prenez que le cortège de nos dirigeants, le cortège du Premier ministre, le cortège du gouverneur de la ville, c'est des cortèges à 1 million de dollars, je suis désolé. Dans un pays qui souffre d'un problème de moyens, où nous devons parler d'austérité, vous avez des autorités qui roulent avec 14 Jeep VX. Ça veut dire 1 million de dollars. Donc vous ne pouvez pas dire que vous manquez d'argent pour faire des élections et avoir dans la ville... public-privé existe, Jean-Jacques Mara. Raison pour laquelle je vous le dis, lorsque nous n'avons pas des moyens, nous devons appliquer la politique des moyens que nous avons. Vous ne pouvez pas dire aux gens que nous n'avons pas des moyens et rouler, comme je vous ai expliqué, avec des cortèges de 1 million. Et si vous prenez le train... du budget de l'État a été Je donne un autre récemment. exemple. Est-ce que vous savez que nos institutions consomment près de 60% du budget? Le gouvernement et en a celle qui a conscience. explosé le budget, c'est la présidence de la République et la primature. Ils en ont conscience, ils ont décidé de revoir à la baisse le budget de chaque institution. Il y a un principe dans la République, il y a un principe de la responsabilité. Il y a des choix à faire. Je regrette, et d'ailleurs on n'a même pas commencé l'émission par une minute de silence pour nos frères et sœurs de Béni, mais les moyens qui sont déployés pour la sécurité des biens et des personnes à Kinshasa, pour nos autorités, pouvaient être déployés ailleurs. C'est un problème de choix. On a fait le choix en retard alors qu'il fallait être prévoyant. Moi, je vous ai parlé de 2011. Nous sommes en 2011, 12, 13, 14, 15. Si les choses n'ont pas été faites correctement, il faut que ceux qui avaient les responsabilités de les faire prennent leurs responsabilités en main et soient sanctionnés quant à ça. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'on établisse les responsabilités et par la suite, comment le chose se fera? Je peux vous garantir que ce pays a les moyens d'organiser des élections, notamment présidentielles, dans les délais constitutionnels. Nous en avons les moyens et il y a des partenaires qui peuvent nous y appuyer. Ils nous demandent 2 choses. Un calendrier et un budget, chose que la CENI n'arrive pas à produire. C'est-à-dire un calendrier réaménagé qui respecterait les délais de la Constitution, enfin de l'organisation des présidentielles, et un budget cohérent. Depuis que ça a été demandé depuis l'année passée, cela n'a jamais été fait. Donc nous avons des partenaires qui peuvent nous aider. Nous avons nous-mêmes des ressources propres pour faire ces élections, mais nous prétendons ne pas avoir des moyens. Et ça, c'est tout à fait triste, parce que si je dois commencer à vous citer les dépenses inutiles et non budgétaires, ça veut dire des dépenses extra-budgétaires qui ont été faites durant ces 5 ans, c'est-à-dire inscrites dans aucun budget, vous allez voir qu'on aurait pu organiser ces élections sans problème. C'est pas ce que penserait Matata. Bon, on va avancer, parlons de cette question de la transition. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous souhaitiez que Kabila puisse... le président de la République. Le président de la République. Allez, j'ai adopté votre expression. Vous voulez que le président de la République puisse rendre le tablier à la fin de ses mandats? Oui, mais face à quelle classe politique? Aujourd'hui, nous assistons rien qu'à des guéguerres au sein de l'opposition, alors que la lutte semble être un peu compliquée. Dites-nous. Écoutez, j'aimerais que vous disiez la phrase telle qu'elle. Ne dites pas que vous voulez que M. Kabila... Non, nous ne voulons pas que M. Kabila dépose le tablier. C'est la Constitution qui l'exige. C'est une exigence constitutionnelle. Ce n'est pas le bon vouloir du MLC, ce n'est pas l'envie du MLC, c'est la Constitution. Maintenant, pour répondre à votre question, vous dites face à quelle classe politique? Monsieur, nous avons des difficultés depuis 2011 parce que nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. Donc il y a des problèmes de coalition. Ces problèmes ne se posent peut-être pas avec beaucoup d'acuité dans la majorité présidentielle. Là, vous avez plutôt des dissensions parce que tout le monde est cristallisé autour de la volonté de voir M. Kabila, le chef de l'État, continuer et faire un énième mandat ou être président. Bon, ils ont aussi peur parce que le pouvoir, quand même, vous savez comment ça se passe en Afrique. Maintenant, vous avez dans l'opposition, effectivement, des personnes qui, à un moment donné, estiment qu'ils sont capables de relever ce défi. Et ça, c'est une ambition, c'est un droit qui est naturel. Donc vous avez l'UNC, vous avez le MLC avec notre sénateur Jean-Pierre Bemba, vous avez M. Kamere, vous avez M. Tshisekedi, et ainsi de suite. Toutes ces personnalités, qui étaient d'ailleurs, en dehors de M. Jean-Pierre Bemba, des candidats en 2011, se retrouvent aussi
en 2016, mais avec deux problèmes. Le premier, c'est de faire respecter la Constitution, mais le deuxième, c'est de faire une démarcation par rapport au projet de société pour conquérir le pouvoir. Et donc, tout ce que vous voyez comme gymnastique au sein de l'opposition, qui est quand même une institution, si vous voulez, l'opposition est hétéroclite, mais aussi elle est très expressive. Il y a vraiment la démocratie qui règne, peut être circonscrit dans le cadre de la bataille politique. Et je ne pense pas qu'en dehors du point commun, c'est-à-dire celui du respect de la Constitution, on pêche lorsque nous mettons des avis divergents sur le rassemblement et ainsi de suite. Si c'est là que vous voulez en venir. Alors, je vais poser une question assez directe. Aujourd'hui, que reprochez-vous de la dynamique de l'opposition? Pourquoi ne vous êtes pas aligné? Nous sommes dans la dynamique de l'opposition et j'aimerais ici vous expliquer une situation qui est quand même... on nous pose chaque fois la même question par rapport au rassemblement, par rapport au président du rassemblement. Vous prenez acte de résolution, mais vous qui est ne voulez M. Étienne Tshisekedi. Il faut déjà commencer par dire que c'est une personnalité que nous respectons beaucoup. Moi, je suis congolais quinois, donc j'ai fait 30 ans à Kinshasa. J'ai commencé à suivre M. Tshisekedi, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40, donc ça fait 25 ans. Mais je dois vous avouer quelque part, en dehors du respect que j'ai pour sa personne, pour son combat, que je me perds un peu. Je me perds sur deux choses. Et je le dis à titre personnel. La première des choses, c'est la philosophie de son combat. La deuxième des choses, c'est la substance de son combat. Pour revenir à la philosophie, il y a quelques années, je disais quand j'avais 15 ans, M. Tshisekedi expliquait à l'opinion qu'il n'était pas contre Mobutu. Il avait une approche systémique de l'opposition, c'est-à-dire qu'il était contre le système. Aujourd'hui, avoir les personnes qui l'entourent, avoir les choix qu'il a fait, avoir les personnes qu'il défend, avoir les préalables qu'il met sur la table pour aller au dialogue, j'ai beaucoup plus maintenant l'impression qu'il a un problème personnel avec M. Kabila, le chef de l'État, parce qu'on lui aurait volé sa victoire, mais il n'a pas un problème contre le kabylisme. Parce qu'autour de lui, vous avez quand même des personnes qui ont fait passer de 2 tours à 1 tour. Vous avez aussi autour de lui des personnes qui ont dit qu'on devait renforcer le pouvoir du chef de l'État et qu'on devait faire des élections indirectes. Vous avez autour de lui des personnes qui ont fait la guerre aux Kassaïens, il y a eu des morts et on a chassé des gens. Mais vous avez l'impression que M. Tshisekedi, ça devient quelque chose de secondaire pour lui. Est-ce une carrière en perte de vitesse? Je ne le dis pas. Je vous dis pourquoi moi je suis perdu. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez autour de lui les gens, c'est du kabylisme pur et dur. Parce que les personnes, le G7 et ainsi de suite, sont un groupe qui ont quitté M. Kabila parce qu'ils avaient des ambitions d'accéder à la magistrature suprême, notamment via M. Moïse Katumbi. Donc pour moi, ce ne sont pas des opposants, mais des dissidents. Donc lorsque je vois M. Tshisekedi entouré de ces personnes, moi je suis perdu par rapport à sa philosophie qui était de combattre un système au lieu de combattre un homme. Mais lorsque je parle maintenant de la substance, le deuxième élément, M. Tshisekedi a bataillé pendant 30 ans pour un état de droit. Mais j'ai ouï dire dans certaines déclarations qu'il a faites après Genval qu'il serait président de la transition. J'avais envie de le voir pour lui poser la question de savoir, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, comment en respectant les textes comme vous avez bataillé pendant 30 ans, vous pouvez présider une transition alors qu'elle ne serait pas constitutionnelle. Donc vous voyez qu'au niveau de la substance même, c'est-à-dire son combat pendant 30 ans pour militer pour un état de droit, moi je suis perdu. Et je pense que maintenant le MLC, pour parler du MLC, s'est arrêté pour un moment de réflexion pour dire, écoutez, nous sommes tout à fait d'accord par rapport à notre objectif commun, celui de faire respecter l'opposition. Mais par rapport aux autres questions, le rassemblement, les différentes revendications, nous émettons un bémol. Nous avons des réserves. Parce que finalement, Genval s'est transformé en un sanctuaire qui venait au fait blanchir, une blanchisserie qui venait tous les opposants, tous les dissidents, tous ceux qui ont mal géré, qui peuvent avoir des comptes à rendre dans la gestion, sont venus à Genval pour avoir une nouvelle identité politique. Et moi, je trouve ça tout à fait aberrant parce que si aujourd'hui, nous devons revenir sans Kabila, mais avec le kabylisme, nous n'allons pas évoluer. Et je crains que le chemin qu'a pris le rassemblement, c'est ce chemin-là, c'est-à-dire de faire revenir sur la scène politique des personnes qui ont travaillé ici pendant 10 ans, qui ont adulé le système, qui sont vraiment dans le système, et on ne sera pas sorti d'auberge en ce moment. Ce qui me pousse à poser encore cette question, quel est votre point de vue, votre regard sur l'exigence de la libération des prisonniers politiques, Jean-Jacques Mamba? Que pense le MLC de ça? Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des prisonniers d'opinion. Je suis d'accord que sur le fait que la louche et ainsi de suite, tous ceux qu'on a arrêtés, il y en a même qui n'ont pas eu de jugement, ce sont des jugements des fois fallacieux, exagérés, je suis tout à fait d'accord. Lucha qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais ce que je dis, c'est que nous avons bataillé pendant 2 ans pour le respect de la Constitution. Je pense que ça, c'est le point crucial. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si libérer un opposant ou une personne qui a été arrêtée arbitrairement devait continuer à dépendre de la volonté du chef de l'État, c'est très dangereux. Raison pour laquelle, comme le chef de l'État n'a pas réussi à organiser la justice,